Front des Alpes, juin 1940. Dans quelques heures, une poignée de soldats français va devoir affronter le déferlement de 300 000 Italiens. Dans certains secteurs, ils se battront à 1 contre 8. Partout en France, c'est le triste spectacle de la défaite. Le gouvernement a fui à Bordeaux le 14 juin. Le même jour, les Allemands sont entrés dans Paris. Les routes sont encombrées de réfugiés et de troupes qui refluent. La débandade se répand comme une maladie contagieuse. Mussolini est sûr de sa victoire. Pourquoi les Français se battraient-ils encore alors que tout est perdu? Pourquoi risqueraient-ils la mort à l'heure où beaucoup se rendent aux Allemands? Les prétentions du Duce n'ont pas de borne. Pourtant, le dictateur italien se trompe lourdement. Alors même que la France se décompose, le général Ollery et ses hommes cantonnés sur les Alpes vont se tenir droit. Ils vont continuer le combat et faire mieux que résister. Durant les 10 jours d'une bataille acharnée, les Italiens vont perdre plus de 6 000 hommes sans parvenir à s'emparer d'un pouce de la terre de France. Presque partout, les troupes françaises vont les repousser. Malgré tous les assauts et la pression des divisions de panzer allemands qui les prennent en tenaille, l'armée des Alpes va remporter une éclatante victoire. Journaliste et historien, j'ai voulu savoir comment une poignée d'hommes avait sauvé l'honneur à l'heure où tout un monde s'effondrait autour d'eux. J'ai recueilli des témoignages. Moi, j'ai entendu plusieurs anciens qui, depuis leur position, défendaient leur maison qu'ils pouvaient voir. Donc il est évident qu'eux, ils avaient envie de découdre, de gagner. J'ai récolté des indices. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Ils se sont acharnés sur cette entrée. Ils n'ont pas réussi à rentrer. Ma quête de vestiges m'a fait monter très haut. C'est un peu l'ivresse des cibles. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. J'ai également suivi les héritiers des troupes alpines de 1940. Des combattants d'exception, plus que des guerriers, des montagnards. Ils m'ont conduit au cœur de leur terrain de jeu, un environnement aussi sublime qu'austère, où chaque erreur d'appréciation se paye cash. Sur les lieux mêmes de l'affrontement, j'ai tenté de décrypter les raisons d'une victoire, trop vite oubliée. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. 10 juin 1940. L'Italie déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. À ses généraux, Mussolini a dit « J'ai besoin de quelques milliers de morts pour m'asseoir à la table de la paix. » Cynisme assassin. Le Duce a une idée derrière la tête. Il veut occuper la France des Alpes au Rhône, s'emparer de Nice et Marseille pour en faire des ports italiens. Son appétit semble insatiable, ses ambitions démesurées. Il faut dire que depuis un mois déjà, les troupes de son allié Adolf Hitler caracolent dans les plaines françaises. À la mi-mai, les Allemands ont lancé leur offensive sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. C'est le Blitzkrieg, la guerre éclair, basée sur la puissance du choc et la vitesse, grâce à la coordination parfaite entre les blindés et l'aviation. Malgré le courage et le sacrifice des soldats français, le haut commandement était resté enfermé dans des conceptions héritées de la Grande Guerre de 14-18. Mais la nouvelle guerre des tranchées n'a pas eu lieu. Le 11 mai, en 2 jours à peine, les troupes allemandes sont sur la frontière française. Après la chute des Pays-Bas et de la Belgique, une partie des troupes franco-britanniques a été obligée d'embarquer à Dunkerque, qui tombe le 4 juin. Le 7 juin, le front français est percé sur la Somme. Les troupes allemandes sont sur la Seine le 9 juin, sur l'Aisne le 10 juin. Elles franchissent le Rhin le 13 juin, parviennent à Dijon et Orléans le 17 juin. Cherbourg et Brest sont atteintes le 19 juin. Mais à cette date, la ligne de défense des Alpes est encore intacte.
Dès la déclaration de guerre par Mussolini le 10 juin à minuit, les Français ont décidé de faire sauter les ponts et les passerelles situées sur le chemin des envahisseurs italiens. 53 tonnes d'explosifs ont rendu quasiment impossible toutes les attaques motorisées et blindées de l'ennemi. Invités à évacuer leur village, bon nombre de civils n'ont même pas eu le temps de franchir les obstacles. Les hommes de l'armée des Alpes, commandés par le général Olry, attendent l'attaque des troupes italiennes. Mais ils vont avoir fort à faire. Il va falloir se battre dans des conditions climatiques épouvantables. Il pleut, il neige au-dessus de 2000 mètres. Certains jours, on enregistrera des températures de moins 15 degrés. Éric Chalier est le président de l'association Tempête sur les Alpes, le seul groupe reconstituant fidèlement les troupes alpines françaises de cette époque. Éric, de combien d'hommes dispose le général Olry? Alors l'armée des Alpes en juin 40 compte à peu près 185 000 hommes, dont 85 000 hommes directement sur la ligne de front. Allez, sac sur le dos. On y va. Et justement, comment ces hommes sont-ils répartis sur le terrain? Alors la haute montagne est le territoire des sections d'éclaireurs skieurs, on en compte 96 en juin 40. Ils tiennent les hauts et ce sont les yeux et les oreilles des unités stationnées un peu plus en aval, à savoir les troupes de forteresse et l'artillerie. Justement, ces troupes de forteresse, cette artillerie, elle est primordiale, c'est elle qui tient les verrous alpins? Exactement, et c'est elle qui contribuera fortement à bloquer les Italiens en juin 40. Leur devise d'ailleurs, comme toutes les troupes de forteresse, était « on ne passe pas ». Quel est véritablement le terrain d'action des forces françaises? C'est la chaîne des Alpes. Donc elle s'étend de la Haute-Savoie jusqu'à Menton au bord de la Méditerranée. Ça représente environ 400 km de long sur 150 km de profondeur. Donc c'est une bataille qui va vraiment avoir lieu sur le massif alpin? C'est essentiellement une bataille qui va se dérouler en zone montagneuse, oui. Le front des Alpes se découpe en deux zones bien distinctes. L'une au nord de la vallée de l'Ubaye, difficilement franchissable en dehors de quelques cols praticables en été, Petit Saint-Bernard vers la vallée d'Aoste, Mont-Cenis et Mont-Genèvre débouchant sur Turin, col de l'Arche. Au sud, le massif alpin est plus perméable et descend progressivement vers Nice. Le col de Tende aboutit côté italien à Coni. Le dispositif français se découpe en trois secteurs fortifiés, dans les Alpes-Maritimes, le Dauphiné et en Savoie. C'est la ligne Maginot des Alpes. À partir des années 30, face à la montée des périls en Europe, le gouvernement français a décidé de fortifier une partie de ses frontières dans le nord, l'est et les Alpes. Cette ligne de bunkers sophistiqués porte le nom de son initiateur, Maginot. Dans les Alpes, des forteresses d'altitude ont donc été construites à la faveur des beaux jours, à partir de fortifications datant du XIXe siècle ou sur des emplacements stratégiques à très haute altitude. Le but, couper les axes de pénétration de l'ennemi. En Haute-Maurienne, le fort de la Tura domine de sa masse la cuvette du Mont-Cenis. C'est là que Laurent de Mouzon, passionné des troupes alpines, des fortifications de Savoie et de la bataille des Alpes, auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets, a décidé de me faire monter. Nous sommes à 2482 mètres d'altitude. Ici, Laurent, on est au fort de la Tourin. Ce fort-là, c'est un vieux fort. Voilà, c'est un fort construit à la fin du 19e siècle. Et il a été intégré ensuite à la ligne de défense Maginot. Voilà, qu'on a construit la ligne Maginot, on a comme utilisé ces vieux forts qui sont quand même encore utiles et ils vont venir équiper des passages un peu moins stratégiques que les gros ouvrages Maginot, mais on va quand même les conserver. Et ça, ce bâtiment, Laurent, c'est quoi? Alors ça, c'est le casernement de la troupe.
Qui a été construit à l'époque. 1901-1903, c'est marqué dessus. Combien de temps pour construire ça? 5 ans. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est les galeries qui permettent d'accéder aux 4 casemates en falaise. Ils ont creusé la montagne. On a creusé la montagne. Pic, pioche, dynamite. Un métro. À la Tura, comme pour beaucoup d'autres fortifications alpines, les Français ont accompli un travail de titan pour aménager des postes de tir protégés, les casemates, couvrant la frontière italienne. Ici, ils ont littéralement traversé la montagne de part en part, excavant la roche 30 mètres sous terre, jusqu'à atteindre la falaise surplombant les routes d'invasion. Là, les pièces d'artillerie pouvaient rentrer en fait. Voilà, on rentrait les pièces d'artillerie dans les casemates. D'ailleurs, en 40, il y en a une qui restera dans les casemates en permanente et l'autre sera utilisée à plusieurs endroits, sera sortie, re-rentrée, ressortie. Ils les déplacent. Ils les déplacent. En fait, on connaît bien la ligne Maginot du Nord-Est, mais on ignore complètement qu'il y a une véritable ligne Maginot qui a été construite sur les Alpes. Dans quelles circonstances a-t-elle été construite? Alors, cette ligne Maginot, elle fait partie du programme général Maginot. D'ailleurs, le premier ouvrage construit de toute la ligne Maginot, c'est Reims-Place dans les Alpes-Maritimes en 1931, avant le Nord-Est. Donc ça veut dire que la ligne Maginot des Alpes est aussi importante que celle du Nord-Est. Ça veut dire qu'il y a une ligne Maginot sur la totalité des Alpes, c'est-à-dire sur les 400 km de... Du Mont-Blanc à la Méditerranée. Alors évidemment, le massif du Mont-Blanc, non, mais dès qu'on arrive sur les premières vallées perméables, oui, et elle va jusqu'en Corse. Et même en Tunisie avec la ligne Maretor, tu vois. Seulement voilà. Au milieu du mois de juin 1940, l'autre ligne Maginot, celle du nord et de l'est de la France, a été prise à revers. Piégées, les unités françaises se sont bien battues. Les Allemands n'y sont pas allés de main morte. Ils ont pilonné, bombardé, désossé les fortifications, cabossé les tourelles, percé les cuirasses, chassé les occupants à la grenade, au lance-flammes. Ils les ont traqués comme on traque des rats, obligeant les équipages à se rendre avant qu'ils n'asphyxient. Si un seul ouvrage seulement, celui de la Ferté dans le département des Ardennes, a été détruit, dans l'esprit populaire, pourtant, le nom même de Maginot évoque encore une cruelle fumisterie. Ce mur de béton armé n'a pas empêché l'offensive allemande puisque l'ennemi a frappé là où on ne l'attendait pas, en contournant l'obstacle pour le réduire dans un second temps. Mais dans les Alpes, l'implantation des ouvrages Maginot a été particulièrement bien étudiée. Il y a véritablement un processus d'installation, c'est-à-dire on ne les met pas au hasard, ces ouvrages Maginot et ces forts. Non, il va falloir barrer les passages principaux, les axes principaux de pénétration. En Alsace-Lorraine, le terrain est plat, mais ici, il y a des montagnes, donc les points de passage obligés, c'est les cols et les vallées. Donc on va avant tout fortifier ces points-là. Et puis, on va mettre des petites positions sur les sommets où là, l'ennemi a moins de chances de passer. Ça veut dire qu'il y a une véritable manière aussi d'organiser les lignes de défense quand on est en montagne. Voilà, on va étaler la défense, des avant-postes à la frontière, avec des petits ouvrages légers d'infanterie, avec mitrailleuses, fusils mitrailleurs. Et puis en arrière, on a les ouvrages d'artillerie qui vont pouvoir tirer en avant des premiers pour les protéger. Et on a même encore une troisième ligne de petits ouvrages qui vont protéger au cas où les deux premiers passeraient. Donc tu vois, c'est vraiment un millefeuille qui se superpose. Chaque ouvrage appuyait son voisin. Ainsi, si l'un des bunkers était submergé par l'infanterie adverse, les canons des autres ouvrages tiraient directement sur lui. C'est ce que les artilleurs appellent l'épouillage. Les feux de l'artillerie se croisaient d'une position à l'autre, créant des zones mortelles pour les assaillants. Les gros ouvrages couvraient donc de leurs canons les plus petits. De leur côté, les Italiens avaient également dès 1937 débuté la construction d'un rempart alpin, le Vallo Alpino, dont le joyau était sans nul doute le fort du Chaberton, construit en 1901 à plus de 3100 mètres d'altitude. Réputé imprenable et surtout intouchable par l'artillerie française, il était armé de 8 tourelles de canons de 149 mm qui menaçaient la ville de Briançon. Cette bataille des Alpes s'annonçait aussi comme un fabuleux duel d'artillerie. Depuis le 10 juin et la déclaration de guerre, les forces italiennes attendent l'ordre d'attaque pour partir à l'assaut des Alpes.
Les troupes alpines se retrouvent en pointe de l'attaque. Ce sont les célèbres Alpini, coiffés de leur légendaire chapeau de feutre à plumes de chouca ou d'aigle. Mais même parmi eux, des officiers répugnent à attaquer leurs anciens frères d'armes de la Première Guerre mondiale. Pourtant, Mussolini est sûr de la force de son armée. Mais a-t-il vraiment raison? Historien passionné, Jean-Baptiste est le président de l'association Plotone Avanti, qui reconstitue fidèlement les troupes de montagnes italiennes. Jean-Baptiste, quels sont les effectifs de l'armée italienne à la veille de la bataille? Ils disposent de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont parés à se battre. Face à eux, les Français sont beaucoup moins. De plus, les Italiens ont une aviation qui n'a pas encore été entamée par les combats, alors que celle des Français est durement occupée par les Allemands. Donc la supériorité numérique est vraiment du côté italien et la France va devoir se battre avec des hommes en nombre réduit. Mais est-ce que ces Italiens sont de bons soldats? Oui, il y a vraiment une légende noire autour du soldat italien qui serait lâche, pleutre. Il y a eu des défaites très graves comme à Douai, mais à côté de ça, il y a de très bonnes unités qui ont fait des faits d'armes assez importants au cours de l'histoire italienne. Mais leur équipement ne suit pas toujours et ils ont un commandement qui n'est pas non plus forcément l'un des meilleurs d'Europe, avec certains chefs complètement sclérosés. Et ça va jouer des tours durant la guerre à l'armée italienne. Mais stratégiquement, est-ce que l'Italie est prête à attaquer la France? Pas vraiment. Les chefs militaires italiens ont averti Mussolini qu'il ne serait pas prêt avant plusieurs années. L'industrie italienne est loin d'être l'une des plus puissantes de l'époque. Il n'y a pas assez de matériel. Et les Italiens font le choix en 1939 de ne pas rentrer en guerre. Ils ont déclaré ce qu'on appelle la non-belligérance. Et finalement, ils profitent du fait que les Français soient battus dans le nord-est, que les Allemands soient passés par la Belgique. Et ils décident d'entrer en guerre comme ça en juin 40. Mais c'est un choix qui va se révéler finalement gravissime pour l'Italie. Mussolini espère que l'avancée des troupes allemandes lui permettra de conquérir des territoires sans vraiment combattre. Et il n'a pas tort. À la mi-juin, la France est exsangue. Le 17 juin à midi, le maréchal Pétain annonce à la radio qu'il fait don de sa personne à la France. Mort d'investiture. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Mais si au nord l'esprit de résistance semble brisé, l'armée des Alpes est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Pour un tir de neutralisation. Ici, les Alpins sont sur leur terre natale. C'est leur famille qu'ils défendent. Au 50 degrés. Dès que prêt, premier obus, feu. Ouais. Envoyez. Le 18 juin, Mussolini est à Munich. Dans les rues, les Allemands sont hystériques. Pour eux, la fin de la guerre est proche depuis la demande d'armistice du maréchal Pétain. Le doute chez lui vient pour finir les restes. Il réclame les Alpes jusqu'au Rhône, la Savoie, Nice, la Corse, Tunis et Djibouti. Mais Hitler veut en finir avec la campagne à l'ouest. Il ne veut pas que la France poursuive la lutte outre-mer aux côtés de la Grande-Bretagne. Si Mussolini veut des territoires, il faudra que ses troupes les conquièrent par les armes. Rentré à Rome le 19 juin, le Duce ordonne l'offensive générale pour le 21 juin. Le plan est simple, dicté par les reliefs des Alpes. 3 directions principales d'attaque sont prévues. Opération B, Petit Saint-Bernard, destinée à remonter la vallée de l'Isère pour aller faire jonction avec les Allemands qui avancent vers Chambéry. Opération M, Col de l'Arche, devant suivre les vallées de l'Ubaye et de la Durance. Opération R, Riviera, participant à l'opération M, en avançant sur Nice et en longeant la côte méditerranéenne. Objectif final des opérations M et R, Marseille. Comment les officiers généraux italiens, qui se sont battus dans les Dolomites pendant la Première Guerre mondiale contre les Austro-Hongrois, qui connaissent bien le combat en montagne, accueillent-ils l'ordre d'offensive de Mussolini?
Ils appréhendent un peu parce que même s'ils ont effectivement cette expérience contre les Austro-Hongrois et les Allemands, ils savent que les Français sont préparés depuis très longtemps, qu'il y a de très bons soldats en face et qu'ils ne vont pas se laisser faire. De plus, ce n'est pas vraiment possible de débarquer sur les côtes de Provence, il y a la marine française en face. Ils ne sont pas forcément enthousiastes à l'idée d'aller se faire tuer dans les Alpes. D'autant que pour les soldats, notamment les alpini qui vivent dans les Alpes, on leur demande d'attaquer aussi des cousins d'une certaine manière. Oui, pour certains, c'est un vrai déchirement. Il y a des familles qui sont liées encore, malgré la frontière qui passe par là depuis le 19e siècle. D'ailleurs, on a envoyé beaucoup de soldats qui viennent de Sicile, justement, pour contrer ça. Et certains écrivains, comme Malaparte, qui est lui aussi des Alpins, écrivent ça très bien. Ils ont l'impression d'attaquer des amis dans le dos, des amis avec lesquels ils se sont battus durant la guerre précédente. Il y a quand même un plan offensif qui a été rédigé? Oui, les Italiens en état-major, comme toutes les armées, ils rédigent des plans suivant les hypothèses qu'ils pourraient trouver en face d'eux. Mais ils voient surtout que les Français sont très occupés avec les Allemands, que ceux-ci ont percé en juin 1940, et ils se disent qu'ils vont pouvoir frapper un grand coup en concentrant beaucoup de force et finalement vaincre les Français par une action assez brutale, mais efficace selon eux. Bien que mal préparées, les troupes italiennes qui s'élancent sont relativement fraîches. Les Français, eux, sont en alerte depuis 10 jours. Ils sont beaucoup plus éprouvés, d'autant que la météo est épouvantable. L'état-major italien s'apprête à lancer sur eux des unités de blindés légers comme l'Ansaldo Fiat L3. Le 21 juin débute par le bombardement aérien du vieux fort de la Redoute ruinée qui domine à 2460 mètres d'altitude, le col du Petit Saint-Bernard. Les troupes italiennes vont tenter de franchir le passage en force. Mal leur en prend. Les soldats français prennent à partie les petites colonnes. Située plus bas mais parfaitement renseignée, l'artillerie française s'en donne à cœur joie. Les tirs sont réglés pour barrer le passage et lorsque les Italiens essayent de déborder en prenant tous les risques, les observateurs les repèrent et font tomber sur eux une pluie d'obus. Le nombre va malheureusement jouer en la faveur des assaillants. Les Italiens expédient des masses d'hommes pour franchir la frontière en force. Bientôt, le fort de la Redoute ruinée sera totalement encerclé. Les hommes de la garnison se retrouveront coupés du monde. L'un d'entre eux a témoigné de ses heures éprouvantes à sa belle-fille, guide du patrimoine. Gisèle, ton beau-père François Gued a été ici pendant la totalité de la bataille des Alpes, au fort de la Redoute ruinée, et tu as eu la chance de l'accompagner. Qu'est-ce qu'il te racontait sur cette bataille, sur sa vie dans le fort? Alors c'était d'abord une expérience personnelle très forte, parce que bon, c'est une belle mission que de défendre son pays, mais c'est aussi une grande expérience collective humaine, parce qu'en fait c'était des montagnards assez aguerris, très courageux, volontaires et solidaires. Et ils ont été en plus très unis parce qu'en fait ils ont vécu de grandes peurs. Parce qu'à un moment donné ils ont été encerclés et donc là ils avaient vraiment, comme ils disaient, la trouille au ventre, la trouille d'être attaqués de toutes parts, ensuite la trouille de ne plus être ravitaillés. Et puis ils se posaient aussi beaucoup de questions sur le sort de tous leurs camarades qui défendaient aussi la frontière dans les alentours parce qu'ils n'avaient pas du tout de nouvelles. En fait le fort était comme une île perdue au milieu de l'océan. Complètement isolé. Ça veut dire que les Italiens, en fait, étaient très très proches d'ici. Ils avaient encerclé complètement le fort. Ah ben oui, de toute façon, ils sont arrivés à pied en dégringolant les éboulis du Mont Valaisan qui sont en face. Et surtout, ils avaient l'impression qu'ils arrivaient par milliers. Et donc, ils ont eu là vraiment très très peur. Ils pensaient vraiment à leur dernière heure à ce moment-là, quand ils ont vu surtout le nombre de personnes arriver. Ouais. Et le fort lui-même était sous le feu des Italiens. Ah ben oui, parce qu'ils sont arrivés ici au pied de l'enceinte. De toute façon, il fallait faire sauter cette porte. C'était l'accès principal. La porte qui est là. Voilà, c'était l'accès principal du fort côté italien. Et donc, on a des impacts de balles encore très marquants. Regarde. Incroyable. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Eh oui.
Donc vraiment, ils se sont acharnés sur cette entrée. Ouais, c'est criblé complètement, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas réussi à rentrer. Malgré ça. Eh oui. Dans d'autres secteurs, les Français sont obligés de se replier devant l'offensive italienne. Pourtant, ils ne lâchent rien et vont même réaliser un véritable exploit. Le 21 juin, les artilleurs français accrochent à leur palmarès un trophée de choix, le joyau de la ligne de fortification italienne, le cuirassé des cimes, le fort italien du Chaberton. Pour l'atteindre, il me fallait grimper dans un autogire à plus de 3000 mètres d'altitude et trouver la forteresse cachée dans un dédale de montagne. Une véritable aventure. Waouh! J'en ai plein les mirettes là, c'est un peu l'ivresse des cimes. Les montagnes qui sont en face, là, elles sont à combien à peu près? 3000? Elles sont à 3000, oui. 2008, 2009. À la recherche du Chaberton. Oh ouais. Donc là, on vole aussi direct vers la frontière italienne. Ouais. Après près d'une heure de vol, mon pilote William Raffin réalise l'exploit de nous conduire directement sur l'objectif. Le fort est bien là, camouflé au sommet du mont Chaberton. La vision de cet édifice gigantesque planté à 3185 mètres d'altitude est surréaliste. On voit les tourelles là, les 8 tourelles. Waouh. Génial. Fantastique. Voilà donc ce fort Chaberton, devenu français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour le construire, au début du XXe siècle, les Italiens ont arasé la montagne. Un travail de titan. Distant d'à peine 14 km de Briançon, il pouvait bombarder la gare. Depuis le début de la bataille, il a pris à partie plusieurs ouvrages français de la région et quelques batteries de campagne. Sans grand résultat. Mais la menace est là. Les Italiens sont persuadés que leur position est inatteignable par l'artillerie française. Ils se trompent. Les Français, en grand secret, ont installé hors de la vue de leurs ennemis 2 batteries d'une pièce d'artillerie qui a déjà fait ses preuves durant la Première Guerre mondiale, l'obusier de 280 mm Schneider. Dans la journée du 21 juin, le lieutenant Miguet, qui commande un poste d'observation, donne l'ordre d'ouvrir le feu. Après plusieurs tentatives, à 17h15, un coup au but met la tourelle numéro 1 hors d'usage. Dans la demi-heure qui suit, les tourelles 3, 4 et 5 sont touchées. Les Italiens ne comprendront jamais d'où viennent les coups qui les frappent à mort. Ils ripostent dans le vide. À 20h, ce 21 juin 1940, les Italiens déplorent la perte de 6 des 8 tourelles. 9 hommes ont été tués, une cinquantaine sont blessés. Le cuirassé des cimes est définitivement neutralisé. De retour du Chaberton, je regarde cette chaîne des Alpes, majestueuse. Les sommets sont encore enneigés au milieu du mois de juillet. En juin 40, il neigeait à 2000 mètres d'altitude. Difficile de croire que des hommes se sont battus dans de telles conditions. C'est pourtant ce qu'ont fait les soldats de l'armée des Alpes, et notamment les SES, les sections d'éclaireurs skieurs. Ces sections constituent des éléments de choc, le fer de lance des unités alpines. Chaque bataillon alpin appartenant à l'infanterie possédait sa SES, commandée par un jeune chef sportif, fou de montagne, formé dans une école créée en 1932, l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Les missions de l'école sont l'instruction montagne des cadres alpins, puis l'expérimentation et la mise au point de matériel technique, d'équipement, de transmission et d'armement. Le travail accompli sur le terrain aboutit à la rédaction de plusieurs manuels, dont celui de montagne et d'alpinisme militaire dans les années 30. Connaissance sommaire des caractéristiques physiques du milieu montagnard, moyens de circulation en hiver, hygiène de vie en altitude,
tout était là, accompagné de planches permettant aux alpinistes de parfaire leur instruction théorique. La montagne attirait à elle ses premiers adeptes. Elle était en train de devenir un sport. Aujourd'hui, le matériel des troupes de montagne et des chasseurs alpins notamment est particulièrement technique, mais on imagine mal le matériel qu'utilisaient les sections d'éclaireurs skieurs dans les années 40. Alors à l'époque, bien évidemment, le matériel était beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui. Comme tu peux le voir avec ce marteau d'escalade, ces pitons, mousquetons ou ce piolet. Néanmoins, il existait, parce que le développement des sports de montagne avant-guerre a permis la fabrication déjà de matériel technique. Et l'armée, ensuite, a utilisé ce matériel civil. Il n'y avait pas de matériel spécifique pour l'armée. Ils achetaient ça dans les magasins de sport. Ça veut dire qu'en fait, la montagne, c'était déjà un sport d'élite à l'époque. Oui, c'était des montagnards accomplis déjà qui faisaient ça. Et on retrouve parmi ces gens-là beaucoup de personnel dans les SES. Les SES étaient donc des sportifs de haut niveau. Voilà, au niveau du recrutement, on privilégiait des gens déjà qui avaient pratiqué la montagne dans le civil. Mais comment se bat-on en montagne? Pour le savoir, je suis allé à la rencontre des héritiers des Alpins de 1940. Ce sont des soldats d'élite pour qui la montagne est plus qu'un terrain de jeu, une partenaire qu'il faut bien connaître, amadouer, affronter parfois. Les cadres et les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins de Grenoble m'ont convié à une opération type menée par une section. 500 gauche, 600 droite en ligne. Dernier. Le dernier. Si les moyens techniques et logistiques se sont évidemment modernisés, l'environnement demeure inchangé. La montagne, avec ses cols à prendre, ses pentes abruptes à gravir au plus vite, en un mot, ses contraintes. Un lieutenant commande la mission. Donc mission des groupes, 12, reconnaître la piste en direction du col. Jusque-là, mon lieutenant, on a fait du VAB, on a fait de la route, on a fait des procédures qui finalement sont des procédures de soldats de fantassins normaux. Qu'est-ce qui finalement fait une différence fondamentale entre un bifin, comme on dit, pour l'infanterie, et puis un chasseur alpin? Alors si l'on reprend l'exemple de cette reconnaissance de col, le fantassin lambda, normal, par exemple, le chef de section, quand il fera son étude de mission, il verra sur la carte qu'aux alentours, il y a des zones boisées, donc il se contentera peut-être de poser un appui au niveau des lisières, et il reconnaîtra le carrefour. Moi, en l'occurrence, je ferai mon étude de terrain sur ma carte, et je me rendrai compte qu'il y a des sommets aux alentours de ce col, et je déciderai, ça sera mon objectif principal, de m'emparer de ce point haut. On en revient au principe assez connu, et peut-être qui peut paraître simpliste, de qui tient les hauts tient les bas. Donc le but du jeu ou le but du combat en montagne sera d'arriver le plus vite possible sur les hauteurs. À partir du moment où on tient les hauts, on a un avantage certain sur l'ennemi qui pourrait venir nous rendre visite. Mais est-ce que ça ne fait pas du chasseur alpin un soldat à part finalement? Parce qu'il y a la contrainte de la montagne. Ah oui, c'est même un soldat complètement à part. C'est-à-dire que c'est un soldat qui devra forcément être plus rustique, ou très rustique en l'occurrence. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il soit suffisamment à l'aise physiquement et moralement pour pouvoir se concentrer sur son combat. Ce qui peut nous différencier peut-être de nos anciens des combats de 40, c'est à la rigueur notre équipement. Mais sinon, effectivement, on fait en sorte d'avoir la même pratique de la montagne et voilà, de faire de la montagne notre allié et de savoir l'utiliser à notre profit. C'est face à ces combattants français expérimentés qui ont fait de la montagne leur terrain de jeu que les Italiens se retrouvent lorsqu'ils franchissent la frontière. Mais les masses d'hommes qui montent à l'assaut des Alpes n'effraient pas ces Français prêts à tout pour repousser l'assaillant. Dans la Tarentaise, le lieutenant Bull réalise un exploit qui est sans nul doute l'un des faits marquants de la bataille des Alpes. Après avoir descendu en rappel une paroi rocheuse de 20 mètres, il s'installe sur un replat et arrose au fusil mitrailleur le groupe de reconnaissance d'une colonne ennemie, pendant que son adjoint effectue un tir de grenade à fusil. L'ennemi ne comprend pas ce qui lui arrive. Il reflue de 800 mètres. Pour forcer les défenses françaises,
l'état-major italien compte sur l'appui de son aviation. Seulement voilà, les généraux du Duce vont vite se rendre compte qu'ils ne seront pas maîtres du ciel. Non seulement le brouillard rend inefficace la plupart des bombardements, mais l'aviation française mène des missions d'interception grâce à un avion rapide et nerveux, le De Wattin D520. Depuis le début du mois de juin, les pilotes français ont accompli des prouesses. C'est le cas de l'adjudant Le Gloan. Alors que son avion n'est pas prêt, il bondit dans un autre appareil sans prendre le temps d'aller chercher son parachute. Il décolle, accompagné de 2 coéquipiers, mais se retrouve bientôt seul. Lorsqu'il réatterrit, après une demi-heure de combat, il a abattu 5 avions ennemis, un exploit qui ne s'était pas vu depuis la Première Guerre mondiale. Les avions italiens se contenteront désormais de quelques missions de peu d'envergure. Les Italiens ont certes franchi la frontière dès le 21 juin, mais ils n'ont pénétré dans le territoire français que de quelques kilomètres. En Tarentaise, le fort de la Redoute ruinée est encerclé. Dans le Briançonnais, le gain de terrain est ridicule malgré la perte du poste avancé du Chenaillé. Même constat dans le Queyras et à Nubail, où les avant-postes sont au contact d'un ennemi qui ne progresse plus vraiment. Dans les Alpes-Maritimes, les Italiens sont bien loin de Nice. Sous les coups des canons des ouvrages de la ligne de résistance, ils peinent à entrer dans Menton. Derrière eux, les ouvrages de la Coletta, du collet du Pilon et du pont Saint-Louis tiennent toujours, comme des épines plantées dans leur dos. Comment les Français pouvaient-ils tenir, enfermés dans ces fortifications? L'ouvrage Saint-Gobain, dans le sous-secteur de Moyenne-Maurienne, a été entièrement restauré par une association de passionnés. Laurent Demouzon a accepté de me le faire visiter. Ici, Laurent, on est à l'ouvrage Saint-Gobain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage typique de la ligne Maginot des Alpes? Oui, tout à fait caractéristique de cette Maginot alpine. Et de quel type d'ouvrage s'agit-il plus précisément? Alors c'est un ouvrage mixte, artillerie Ouais. et infanterie. Artillerie pour tirer sur l'ennemi qui arrive et infanterie pour la défense rapprochée. Quand est-ce qu'il a été construit à peu près? À partir de 1933 jusqu'en 1938 pour les finitions. D'accord. Combien d'hommes y avait-il à l'intérieur? 150, artillerie, génie, infanterie. Et tu me fais visiter? Eh ben allons-y. Alors là, on est quasiment au Moyen-Âge. Assez massif le pont-levis. Hein. Assez imposant. Et là, ce sont des douves. Alors, on appelle ça un fossé diamant. C'est pour empêcher l'ennemi de s'approcher des créneaux de défense et aussi pour absorber des blocs de béton qui se détacheraient au cas où des tirs ennemis percuteraient la façade. Ouais, c'est pour éviter en fait que ça n'obstrue les mitrailleuses. Totalement. Allez. Combien de mètres de galerie? 350. Ah, c'est quand même un bel ouvrage. Laurent, comment les hommes pouvaient-ils vivre dans un environnement aussi confiné? Ils faisaient les 3-8. Donc un tiers au poste de combat, un tiers au fonctionnement de l'ouvrage et un tiers au repos. C'est un peu comme sur un bateau en fait. On appelle ça un équipage d'ouvrage, donc un terme de marin. Oui. Donc en fait, ils vivaient comme s'ils étaient embarqués. Vous avez le casse-croûte, les amis. Voilà le casse-croûte. On a tout le confort. On a l'électricité, on a le chauffage, on a l'eau courante, on a des douches, des WC. On peut vivre en autonomie pendant 3 mois. C'est vraiment très impressionnant, ce couloir-là. Le couloir, c'est la colonne vertébrale. Et après, ça se dispatche. Tout s'organise autour du couloir. Du couloir. C'est pas un labyrinthe, on revient toujours dans le couloir central. D'accord. Et quand l'air était vicié ici à cause des tirs, etc., comment faisait-il pour respirer? On est à combien de mètres sous terre? Au début, on est à 10 mètres, on finit à 50 mètres. L'air n'est pas vicié, car on marche en surpression. On pompe de l'air à l'extérieur, on recrache l'air à l'extérieur, et ce qui fait que les fumées ne peuvent pas rentrer dedans. D'accord. Et les hommes respirent normalement. Alors après, si on a des fumées, on peut avoir le masque à gaz, mais ça, c'est en cas de combat à l'intérieur.
Alors c'est ici où se trouve la salle des machines, avec 3 moteurs. Et ça fonctionnait tout le temps? Alors, en cas de coupure électrique, s'il faut être autonome, eh bien on est autonome, les moteurs marchent dans un boucan d'enfer. On est vraiment comme dans un sous-marin, en fait. Ou un destroyer, avec les blocs de combat qui seraient les tourelles du navire, quoi. Et quel genre d'armement possède ce dispositif? Pour l'artillerie, ce sont des mortiers d'ouvrage. Et pour l'infanterie, mitrailleuses et fusils mitrailleurs pour la défense rapprochée. Donc c'est quand même un ouvrage qui est puissamment armé. C'est un beau bébé. Ah, elle pèse son poids. Hein. Ça se mérite. Hein. Et ça, ce sont des mortiers, c'est ça? Voilà, ça c'est 2 mortiers de l'ouvrage. D'accord. C'est du 80 mm. 80 mm de forteresse. Ouais. Alors, ce que je comprends difficilement, c'est ici on est dans un milieu complètement confiné. Il y a 2 mortiers de 80 mm, mais comment les servants qui n'ont pas de visibilité vers l'extérieur pouvaient arriver à être efficaces? Alors aux avant-postes, sur les sommets, on a des observateurs d'artillerie, donc qui avec des jumelles ou des binoculaires repèrent les positions ennemies. Grâce à des coordonnées, les communiquent au PC. Le PC, grâce à ce transmetteur d'ordre, va envoyer les coordonnées de tir aux artilleurs qui vont pouvoir tirer sur les Italiens. Et on va rectifier un peu à droite, un peu à gauche, devant, en arrière. Et grâce à ça, c'est une bataille navale. On met un coup au but. Et ça veut dire que les tirs étaient pré-réglés, les tireurs savaient où allaient tomber leurs obus, quoi. Oui, bien avant les combats, bien avant-guerre, on a tout ciblé. Et donc on est prêt à déclencher un tir en pleine nuit, en plein brouillard, sur un sentier perdu en pleine montagne. Donc les Italiens ont dû être particulièrement surpris de la précision des tirs. Très grosse surprise. D'ailleurs, l'artillerie française de toute la guerre, c'est peut-être la plus précise. Ouais. Mais comment on fait pour communiquer entre les blocs de tir au sein même d'un ouvrage? Et puis surtout, est-ce que les ouvrages communiquaient entre eux et comment? Alors, dans un ouvrage, on communique par téléphone, par transmetteur d'ordre aussi. On a aussi un système de tuyaux où on parle dedans. Alors, il faut avoir une bonne oreille. Et puis après, entre ouvrages, donc radio, téléphone et signaux optiques. Créneaux optiques, on peut faire aussi des signaux comme dans la marine. D'accord. C'est une sorte de morse en fait. C'est du morse avec une lampe. Et c'est une technologie qui finalement est à la pointe du progrès pour l'époque? Je pense que la ligne Maginot, c'est une concentration d'un savoir-faire qui est énorme et qui fait peut-être la fortification la plus aboutie qui a jamais existé. Oui, bien reçu, je transmets au lieutenant. Au lieutenant, l'ennemi est aperçu sur la côte de 1200. Les artilleurs français des ouvrages des Alpes-Maritimes font mieux que se défendre. Au matin du 22 juin, ils repoussent une nouvelle attaque italienne favorisée par le brouillard et des pluies diluviennes. Commencez le tir, immédiatement. L'un des trains blindés de la Regia Marina, la marine royale italienne, tire 200 coups de canon sur l'ouvrage du Cap Martin. En début d'après-midi, il ressort de son tunnel mais n'a pas le temps de se mettre en batterie. Il est atteint de plein fouet par 2 salves de canon de 75. Les 3 pièces de 152 mm sont hors de combat. La fierté de l'armée italienne a du plomb dans l'aile. Mais malgré ce succès, les Français ont d'autres soucis. Le 22 juin, après d'âpres négociations, à Rotonde, la convention d'armistice entre la France et l'Allemagne est enfin signée. Mais elle ne doit entrer en vigueur que 6 heures après la signature d'un armistice entre la France et l'Italie. Les troupes allemandes peuvent poursuivre leur avancée vers le sud. Le général Olry, commandant en chef de l'armée des Alpes, ne doit plus seulement défendre la frontière avec l'Italie. Dans son dos, les chars Panzer avancent sur Lyon, déclarée ville ouverte. La cité va être offerte à l'ennemi sans combattre. Une fois de plus, tout semble contre l'armée des Alpes. La débandade généralisée sur le front nord et la signature de l'armistice de Rotonde ont fini de ramollir les autorités locales qui n'en demandaient pas tant. L'armée des Alpes est désormais attaquée de 2 côtés car le 16e Panzerkorps a reçu la mission de marcher sur Grenoble et Chambéry afin de couper la retraite des éléments français attaqués par les forces italiennes. Ces unités blindées et motorisées viennent de mener 2 campagnes éclairs en Pologne et en France. Ce sont des hommes jeunes et disciplinés, convaincus de la justesse de leur cause. Ils foncent depuis les bords de la Marne sans avoir rencontré de résistance. La stratégie de leur chef, le général Erich Hoppner, se veut efficace. L'homme est un cavalier. Le groupement A doit atteindre Annecy. Le groupement B a pour objectif Grenoble.
Le groupement C a pour mission d'assurer la couverture du flanc sud des opérations A et B en venant border l'Isère, au nord de Montélimar. Le général Ollery va devoir faire face au déferlement des troupes allemandes. Il est totalement seul. Le chef de l'armée française, le général Weygand, est loin et préoccupé par d'autres problèmes. L'armée des Alpes ne fait pas partie des préoccupations de l'état-major. Ollery est donc totalement libre de prendre ses décisions et cette autonomie va lui permettre d'organiser sa défense comme il l'entend. Pour bloquer les Allemands, Ollery va disposer d'un assemblage hétéroclite de vieux réservistes et de jeunes soldats. Certains sont enthousiastes, d'autres plus désabusés. Il y a là une division coloniale qui jusque-là servait de réserve, des marins de Toulon, quelques chars, des fantassins repliés depuis le nord-est. La cohésion générale laisse à désirer, et pourtant, les 30 000 hommes qui composent cette force vont être chargés de tenir sur 2 lignes de défense successives. Une ligne sur l'Isère, une ligne sur la Durance. Après que Lyon ait été offerte par les autorités françaises, les Allemands, après une farouche résistance des tirailleurs sénégalais à Montluçon, franchissent le Rhône. Les Français se replient alors dans le département de l'Isère. Dans la soirée du 20 juin, tous les ponts ont sauté sauf celui de Culloz, ce qui permet aux troupes du Reich de menacer Chambéry. Entre le 22 et le 24 juin, l'armée des Alpes résiste partout, à Aix-les-Bains, Chambéry et à Voreppe, où les canons français bloquent l'accès à Grenoble. Le capitaine Debay a servi pendant plus de 20 ans au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne, qui était en première ligne lors de la bataille des Alpes de juin 1940. Il connaît tous les détails des intenses duels d'artillerie autour de Voreppe. Il m'a conduit au bec de l'Échaillon, l'un des postes d'observation qui a permis l'arrêt de l'avancée allemande. À la fin du mois de juin, mon capitaine, les Allemands arrivent par le nord. De quelle force le général Ollery dispose pour arrêter les Allemands ici, tout autour de Voreppe? Alors, le général Ollery, qui commandait l'ensemble du secteur de défense des Alpes, lui, dans son intention, c'était de ne pas dégarnir la frontière face aux Italiens. Donc il a donné un mandat au général Cartier d'organiser la défense sur la cluse de Voreppe, en lui disant moi je te filerai pas de bonhomme, on est face aux Italiens, il faut absolument les bloquer. Et il va donc demander au général Cartier de faire feu de tout bois pour bloquer l'avance allemande, avec des sapeurs, des artilleurs anti-aériens, avec leurs canons de 25, leurs fusils mitrailleurs, avec des pionniers, des tirailleurs, des artilleurs. Alors là, les artilleurs, ils ont fait eux aussi avec les moyens du bord. Donc on a eu au tout début une batterie de 2 canons de 75 de montagne et on a eu 2 batteries de 65 de montagne qui étaient installées à l'entrée de Voreppe. Il ira même jusqu'à Toulon, chercher des marins et les faire remonter avec leurs canons de marine. Pour la petite anecdote, pour les canons de marine qui habituellement étaient sur les bateaux, là il n'y avait pas d'affût, il n'y avait pas de bateau. Ils ont fait des socles en béton pour fixer l'arme sur les emplacements de combat en espérant que le béton ait le temps de sécher avant que les Allemands ne lancent leur offensive. Le 23 juin, les forces françaises, aussi disparates soient-elles, arrêtent une première attaque allemande. Mais les soldats du Reich remontent à l'assaut le lendemain 24 juin, en force. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans la nuit, les Français, en prenant tous les risques, ont acheminé une batterie d'un excellent canon à longue portée, le 155 mm, grande puissance Fillou. Pendant toute la journée, les observateurs du bec de l'Échaillon vont permettre aux pièces françaises de tirer au but. Les Allemands sont stoppés. Effectivement, oui, ici ils avaient une superbe vue sur la plaine en fait, qui est à nos pieds. Cette mise en place de l'artillerie française ici sur Voreppe, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que les Allemands sont arrêtés?
Oui, c'est une totale réussite et c'est une grande surprise pour les Allemands. D'ailleurs, le général Marchand qui commandait l'artillerie a eu un petit mot en disant « L'artillerie française est rentrée dans la bataille comme des cambrioleurs ». Alors ça peut paraître un petit peu surprenant comme expression, mais en fait il voulait dire que cette artillerie lourde est arrivée en totale discrétion, sans que personne ne le sache. L'artillerie s'est déployée de nuit, sous la pluie, en feu complètement éteint. Même les défenseurs de Worep ne savaient pas que les pièces étaient arrivées derrière. Donc ils ont été eux aussi surpris lorsqu'ils ont entendu le chointement des obus qui passaient par-dessus Worep pour aller frapper les Allemands en face. Ça veut dire que les arrières de l'armée des Alpes ont finalement été sauvés ici. Voilà, les arrières ont été sauvés ici sur Worep. Et au-delà de ça, c'est les historiens qui le disent, c'est que le fait que toute cette zone de Grenoble soit restée libre, ça a permis de soustraire à l'occupant un certain nombre de matériel militaire, ça a permis d'éviter un bon nombre de prisonniers. L'armée des Alpes n'a pas eu un seul prisonnier par les Allemands. Et puis, il y a eu une graine de résistance qui est apparue. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec de la volonté, de l'organisation, des moyens, l'Allemand a été arrêté. Le 23 juin, près de Rome, les plénipotentiaires français sont reçus à 19h30 pour se faire remettre les conditions d'un armistice qui devrait entrer en vigueur le 24 juin, à minuit. Les Italiens veulent encore gagner du temps et du terrain dans les Alpes. Sur tout le front, le scénario se répète. Les Italiens ont moins de 24 heures pour avancer. Ils jettent leurs forces dans la bataille, s'approchent à quelques encablures des ouvrages d'avant-poste et parviennent assez près pour jeter leurs grenades. Mais les tirs des mitrailleuses et des mortiers les balayent comme de vulgaires fétus de paille. Pendant toute la journée du 24 juin, les tentatives d'attaque de l'infanterie italienne se succèdent, en vain. Les troupes du Duce sont exténuées. Sur toute la ligne de front, les Français en profitent. Dès qu'ils le peuvent, ils attaquent leurs ennemis, les harcèlent, les surprennent et les délogent jusque dans leur camp. Récupérez les armes! Dans le Queyras, l'aspirant Guery, un maréchal des logis de gendarmerie et 4 chasseurs alpins, réalisent un coup de main au cours duquel ils font prisonnier 52 alpini, dont un capitaine et 2 lieutenants. Oh, vous voulez un chapeau? Regarde le beau chapeau italien. Mi capello! Mi capello! Ah si! Sergente! Jean-Baptiste, dans quel état se trouvent les troupes italiennes à l'aube du 24 juin? Elles sont meurtries, d'abord physiquement, parce qu'elles se sont battues dans un environnement qui est difficile, avec des conditions climatiques qui sont encore extrêmes, même si on est en été. Il reste beaucoup de neige et des Italiens, en grand nombre, plusieurs milliers, souffrent d'engelures. Et ils ne parviennent pas à progresser, les Français se défendent bien, ce qui, en plus, pour ne rien gâcher, ajoute un coup terrible au moral des Italiens. Est-ce que du côté de Menton, dans le sud, là où c'est un petit peu moins montagneux, la situation est identique? Là, en fait, oui, parce que là, les Français disposent d'une artillerie qui est efficace, précise. Les officiers français ont fait un travail de préparation avant la guerre. Ils savent par où les Italiens pourraient attaquer et ils ont réussi en fait à tirer de manière assez efficace sur leurs axes de progression et ça a empêché les Italiens de réellement avancer. Dans les Alpes-Maritimes, l'ennemi est au contact de la ligne des ouvrages d'avant-poste. Si les Italiens sont dans l'est de Menton, leurs renforts ne peuvent pas emprunter la route nationale car le petit ouvrage du pont Saint-Louis, bien qu'encerclé depuis plusieurs jours, leur barre toujours le passage. La résistance de l'ouvrage du pont Saint-Louis résume à elle seule l'esprit des Français qui appliquent à la lettre la devise des bataillons de forteresse. On ne passe pas. Depuis le début de la bataille, cet avant-poste muni d'une barrière anti-char et d'un canon de 37 mm a repoussé toutes les attaques.
Le 22 juin au soir, la radio de l'équipage était même tombée en panne. Les hommes étaient coupés du reste du monde. Pourtant, comme tous leurs camarades, ils ont poursuivi la lutte. Les Italiens n'ont avancé que de quelques kilomètres. Laurent, à l'heure de l'armistice, est-ce qu'on peut dire que l'armée des Alpes a remporté une grande victoire? Oui, l'armée des Alpes est victorieuse. Face aux Allemands, oui, et face aux Italiens, là, c'est indéniable. Et comment on peut expliquer la réussite du général Ollery? Alors, c'est plusieurs facteurs. Côté français, d'abord les Alpes. C'est dur à traverser, de la neige, du froid, ça entrave les mouvements italiens. Et puis, des positions fortifiées établies. Un terrain qu'on connaît très bien, une artillerie très précise, dont on a repéré tous les plans de tir. Plus des troupes alpines ou non alpines, mais qui se sont battues, qui se sont accrochées. Et puis aux avant-postes, nos éclaireurs-skieurs qui ont ralenti les Italiens. Donc ça a permis la victoire. Et puis, il y a les maladresses italiennes. Impréparation, matériel déficient, manque d'artillerie, pas d'appui aérien et une volonté d'attaque qui parfois était un peu limitée. Donc quand on met tous les facteurs ensemble, tout ça, ça fait une victoire française. À l'inverse, est-ce qu'on peut dire que l'esprit alpin, l'esprit montagnard a aidé cette armée des Alpes? Il y a beaucoup de cadres de l'armée des Alpes qui vont rentrer dans la résistance à l'issue de l'armistice. Oui, alors je ne vais pas dire qu'on est meilleur que les autres de l'armée française, mais il est vrai que les troupes de montagne sont assez aguerries et c'est un recrutement local. Et moi, j'ai rencontré plusieurs anciens qui, depuis leur position, défendaient leur maison qu'ils pouvaient voir. Donc il est évident qu'eux, ils avaient envie de leur découdre, de gagner. Et vainqueurs, ils l'ont été et ils n'ont jamais accepté la défaite. Donc derrière, l'occupation qui arrivera des Italiens, puis après des Allemands, on ne l'accepte pas. Et donc la majorité passeront effectivement dans la résistance et poursuivront la guerre jusqu'en 1945. En fait, pour eux, la lutte continue. Elle continue. Le 24 juin à minuit, les conventions d'armistice entrent en vigueur. Les Allemands occupent le nord de la ligne de démarcation. Les Italiens, qui n'ont avancé que de quelques kilomètres en territoire français, s'emparent de la ligne de fortification et de quelques zones stratégiques sur la frontière. Les troupes de l'armée des Alpes doivent se replier à 50 km de la ligne atteinte par leur ennemi. Les soldats français ont 10 jours pour évacuer. Ils doivent se replier dans la zone libre. À 9 h du matin, ce 25 juin 1940, la garnison du Pont Saint-Louis sort enfin de son réduit fortifié. Les hommes sont sales, parasés, éreintés par des heures d'une lutte acharnée. Les Italiens présents n'en reviennent pas. Spontanément, ils se mettent au garde à vous. Un officier interloqué murmure « Il n'était que 9 ». Les Alpins ne sont pas prisonniers. Ils rejoignent donc leur ligne avec armes et bagages, après avoir fermé à clé les portes de leurs ouvrages inviolés. À la redoute ruinée, là où tout avait commencé, le drapeau tricolore est amené. L'étendard italien flotte désormais sur un fort qui n'a pas été conquis par les armes. Le détachement français défile la tête haute, les dents serrées. Leurs adversaires leur rendent les honneurs. Maigre consolation pour des hommes qui n'ont rien lâché. En une dizaine de jours de combat, les Italiens ont perdu 6000 hommes, morts, disparus, blessés ou prisonniers. Les Français déplorent 37 tués et 62 blessés seulement. Dans les Alpes, en ce mois de juin 1940, alors que la France s'écroulait de toutes parts, que les armées en déroute fuyaient presque partout, les troupes alpines n'ont rien cédé, ni la terre, ni l'honneur. Dans son ordre du jour daté du 26 juin 1940, le général Ollery écrit « Au moment où cessent les hostilités, je remercie les troupes de l'armée des Alpes de l'effort qu'elles viennent de fournir. Chacun a ainsi donné bien plus même que ce que sa mission stricte lui commandait. Tous ont tenu le coup contre des forces bien supérieures, dont la poussée a été limitée, pied à pied. Ceux qui ont fait cela ont le droit d'en être fiers. »